J'ai eu une fois un problème avec une employée qui a quand même psychologiquement, ça m'a fort déstabilisée. On a tendance, surtout moi, à vouloir aller vite et je vais vite parfois dans ma tête sans communiquer. Et donc il faut savoir ralentir et être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et au fait, les gens changent et c'est pas grave, il faut juste le savoir. Bonjour et bienvenue Amélie sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Bonjour. Donc ce podcast est sponsorisé par Interphone, opérateur 100% dédié aux entreprises, et YouMovie, spécialiste de la stratégie vidéo. Ah ok, je ne savais pas. Donc voilà, petit coup de pub au passage. Ouais, il faut. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir de te recevoir, Amélie Allemann, fondatrice de BeTuned. Tout à fait. Déjà, prononcé le D. Ouais, tu as prononcé le D, merci. Déjà, merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être là. Première question facile pour toi normalement. Qui es-tu, Amélie? Écoute, je viens d'avoir 43 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi. Je suis entrepreneur depuis maintenant 17 ans. Dans le recrutement, assez passionnée par l'humain, l'innovation, le digital. Donc voilà. Et l'entreprise, l'activité, en quelques mots? Alors BeTuned, on digitalise l'expérience candidat et on réinvente le recrutement en créant en fait une nouvelle source d'acquisition des candidats. Donc en gros, on a commencé BeTuned par la création de vidéos, beaucoup des vidéos de job, marque employeur. Puis on a tout de suite rajouté au fait le targeting. Donc on va chercher les candidats là où ils sont et puis on paye pour les cibler. Et donc on avait une plateforme betuned.be qui existe toujours, qui a cartonné au fait. Et on a décidé de répliquer ça pour nos clients. Et donc, on a créé les sites carrières en SaaS. Donc, on lance les sites carrières des sociétés où l'avantage, au fait, et gros différenciateur, c'est qu'on crée tout le contenu, texte, marque employeur, photos, vidéos, etc. On va chercher les gens là où ils sont. On les ramène sur le site, ils postulent en un clic. Et derrière, on a un CRM candidat, donc ce qu'on appelle un ATS, avec pas mal d'intelligence artificielle qui va, par exemple, créer intelligemment les job desks, automatiser une série de tâches. Et donc, le but, c'est que moi, ça fait 17-18 ans que je fais du recrutement. Et je voulais créer vraiment l'outil dont je rêvais pour innover dans la manière d'acquérir les candidats, parce qu'on est un peu scotché à l'ère dinosaure dans le recrutement, et l'outil au fait qui correspondait vraiment à mes besoins en tant que chef d'entreprise, petite PME ou grosse PME en fait. C'est assez disruptif comme concept. Tu as des concurrents directs ou pas? Direct, oui et non. C'est un peu prétentieux parce que c'est une énorme boîte qui a levé des centaines de millions. Mais par exemple, Welcome to the Jungle fait ça, mais sur la grosse différenciation que c'est une plateforme. Moi, je ne crois pas du tout au futur des plateformes. Donc là, en fait, il faut que le candidat aille sur la plateforme pour postuler. Donc, il y a une page sympa avec du sexy. Et derrière, il y a un ATS. Nous, la différence, c'est qu'on le fait, mais directement sur le site web des clients. Parce que aujourd'hui, au fait, les sociétés, elles communiquent sur les réseaux sociaux produits et services, donc sur ce que tu fais, ton business, jamais ou très très peu sur la marque employeur, et ne voient pas au fait leur site web comme une acquisition de candidats. On a du 0 à 1% de conversion en Belgique. Et donc nous, on essaye de créer une nouvelle source d'acquisition en se disant tout le monde quasi est sur le web. Et donc on va chercher les gens sur les réseaux sociaux et on les convertit sur le site carrière. Et donc la concurrence elle est très très disparate parce que tu peux avoir des agences de com, production vidéo, animation réseaux sociaux, marque employeur. Tu peux avoir tout ce qui est CMS, création de sites, que ce soit en interne ou en externe. Et puis tous les outils d'ATS. La grosse différenciation, donc, c'est que c'est fragmenté et 2, tout le monde part au fait du back-end, donc du job. Et donc tu te retrouves avec des listes de PDF de jobs qui sont pas référencés. Nous, on part du côté front sexy de la marque. Pour, by the way, on a tout un processus et un ATS derrière. Et vous êtes focalisé Belgique ou vous êtes déjà à l'international? Alors pour le moment en Belgique, parce qu'honnêtement, on a lancé les produits, au fait, il y a tout juste 1 an pour la création de site carrière en SaaS et il n'y a même pas 1 an pour l'ATS. Donc là, on a entre 25 et 30 clients. Et donc, on grandit tous les mois, mais on a une croissance par certains sièges. Donc, certaines boîtes sont en Belgique, mais avec des bureaux à l'international. Et donc, on commence comme ça pour le moment. Après, oui, nord de la France, Luxembourg, aux Pays-Bas, à voir quoi. On parle beaucoup aujourd'hui dans l'entrepreneuriat de scalabilité. Ouais. Est-ce que le modèle est très scalable ou on l'appelle plutôt en mode franchise ou vous-même, vous étendez? Oui, bien sûr, il est scalable. Donc, le but, au fait, c'est que si tu veux, on a... Donc, c'est
un pur SaaS. Et donc là, il y a une scalabilité très facile. Après, tu parlais de vidéastes internes, donc si tu pars à l'étranger, tu vas devoir recruter aussi des vidéastes locaux, j'imagine. Oui. Maintenant, en fait, ça, c'est du service sur le SaaS. Oui. Donc, il y a deux choses à différencier. Pour moi, il y a le SaaS pur, la tech, qui là, il n'y a aucun souci. Même on lance une nouvelle langue en 2 heures. Et puis après, il y a les services qui sont liés au SaaS. Et donc là, tout ce qui est marketing digital, campagne, etc., on les fait sans souci à distance. Après, vidéo, oui, on a une équipe de vidéastes en Belgique. Donc ça, à réfléchir si on a des partenaires locaux ou si on va beaucoup plus sur la vidéo qu'on fait à distance. Les moyens techniques sont là, donc on pourrait aussi envisager à ce niveau-là. Ouais, ce qu'on vous souhaite. Voilà. Un développement international. C'est quoi la journée type d'Amélie ? Ça part parfois un peu dans tous les sens. Je suis quelqu'un d'assez... ça dépend si je dois déposer mon petit garçon ou pas à la maternelle. Après, ça dépend des jours, en fait. J'essaye de m'organiser maintenant. Certains jours où je ne vais plus au bureau pour pouvoir vraiment être concentrée, ou sinon je suis un peu happée. Et donc, ça dépend si on a parfois des réunions produits. Ou sinon, c'est quand même fort bizdev, client, et puis après, suivi de ce qui a été vendu aussi. Parce que fatalement, il faut opérationnaliser. Parfois des events, création de contenu, suivi de tout ce qui est site existant, des campagnes, etc. Est-ce qu'il y a une morning routine ou pas du tout ? La douche froide, la méditation. Le week-end, oui, c'est le sport. Je suis très fan j'aime beaucoup le sport et j'en ai besoin dans mon équilibre. Maintenant, ça dépend. Au début de semaine, il y a une morning routine où je fais du sport, ou parfois c'est le midi. Et puis en général, fin de semaine, ça tient pas et ça part dans tous les sens. Ouais. Est-ce que tu peux nous emmener dans les moments clés, si on repart en arrière au moment de tes études jusqu'à aujourd'hui, les moments clés de ton parcours ? Ok. Mais donc moi j'ai fait des études au FAC à Namur ici, je suis namuroise à la base. Okay. Et puis j'étais à l'UCL, donc communication, je voulais être journaliste. Puis quand j'ai fini, j'ai aidé à ouvrir le Quick de Louvain-la-Neuve comme manager. Rien à voir, non, mais toutes mes études j'étais étudiante. C'était pas le job de mes rêves clairement. Et puis là j'ai démissionné parce que j'ai eu une agression et je me suis retrouvée complètement par hasard dans une boîte de chasse de tête américaine IT qui s'appelait à l'époque Modis. Je parlais très mal anglais et je comprenais rien à l'IT, donc ça a été très très challenging, mais je devais bosser parce qu'à l'époque j'avais démissionné d'un job, donc pas droit à aucune aide, etc. Et les 3 premiers mois j'étais vraiment nulle, je comprenais pas grand chose, et puis au fait j'ai tellement bossé qu'au bout du 4e ou 5e mois en fait je suis devenue la meilleure sales d'Europe. Ah oui. Ça a duré 1 an et demi. Et là, au fait, je me suis dit, ok, j'adore. C'était très relationnel, on doit comprendre le besoin et puis tu mets un peu de jeu là-dedans, donc trouver le bon candidat, etc. Et donc, du coup, ça devient assez un cercle vertueux. Et là, au fait, le directeur de l'Europe s'était fait licencier. Et moi, je voulais créer ma boîte. Et puis, directement, on est parti. Au fait, on a créé Acros. Donc, j'avais 26 ans. 3 ans plus tard, on a créé Acros Europe parce qu'en fait, on avait gagné des gros contrats et c'était plus une gestion du risque. Ça a évolué comme ça pendant quelques années jusqu'à ce qu'on ait une petite 60aine de consultants. Et donc, moi, je m'occupais plutôt de tout ce qui était bizdev, marketing, recrutement, etc. À la fin, on n'était plus hyper alignés et moi, je voulais vraiment innover dans le recrutement. Et donc, on a tout vendu, groupe Powell's Consulting. Et nous, on faisait un petit peu des vidéos. En fait. À l'époque, on déposait des GoPro chez nos gros clients pour que le candidat puisse voir, tiens, c'est comment de bosser là-bas. J'avais cette idée, d'une approche plus qualitative et humaine de se démarquer. Et donc, on faisait ça gratuitement. Et puis, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'il y a trop de taux de candidats qui vont en interview et puis il n'y a pas le match, en fait. Il n'y a pas que le technique, mais il y a aussi tout ce qui est culture d'entreprise, valeurs. Et à l'époque, ça paraît dingue, mais c'était très, très peu pris en considération. Et je me suis dit, ok, je vais lancer Bitune sur la vidéo pour montrer l'envers du décor des jobs et des boîtes. Bon, 3 mois, 4 mois après, c'était le Covid. Donc, on est resté un an. C'était peut-être pas mal, finalement, la vidéo en période Covid. Ça a plutôt bien fonctionné. Pas du tout. Pas du tout. Pendant un an, on n'a absolument rien fait parce qu'on ne pouvait pas aller filmer dans les boîtes. À l'époque. C'est juste. Oui. Honnêtement, c'était trop tôt. Oui. Donc, je pense que c'était une très bonne chose. Enfin, très bonne chose, c'est dur de dire ça, mais c'était trop tôt. Les gens n'étaient pas prêts à ce qu'on fasse de la vidéo. Et donc, le Covid a vraiment vulgarisé la vidéo. Tout le monde se filmait dans tous les sens. Et donc, du coup, après, ça a permis. Mais bon, il a quand même fallu rester quand même un an et demi sans aucune rentrée. Bon, je venais de vendre Across Solutions Europe, donc je pouvais me le permettre, j'étais en bootstrap.
Mais j'avais quand même 2 employés, quoi. Et donc là, j'ai externalisé à l'époque, on a développé la plateforme Bitune. On a mis tout en place, les process et tout, pour prévoir justement cette scalabilité. Ça a super bien fonctionné. Donc après, on continue à faire après le Covid, on a commencé à faire les vidéos, etc. Et on a très vite compris qu'il fallait du marketing digital pour aller cibler les talents sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ai acquis pas mal d'expérience là-dedans. Comment construire la vidéo pour pas faire une vidéo corpo, mais vraiment lien avec le candidat, qu'est-ce qui marche, etc. Et comment les targeter. Et donc, on avait besoin d'une plateforme pour convertir toute cette activité digitale. Donc, on a lancé bitune.be. Et là, on avait des résultats 30 à 40 fois, LinkedIn recruteur, réseaux sociaux, etc. Et donc, on s'est dit, on va développer ça, mais en marque blanche. Et donc, j'ai beaucoup freiné, parce que moi, je suis pas tech. Même si j'ai fait de la chasse de tête d'IT, je comprends bien. Ouais. Mais je suis pas tech. Et pour moi, c'était c'était un virage total, quoi. Je viens des services, c'était aller vers le produit, c'était avoir des techs en interne. Donc, j'ai pas mal trifouillé au niveau tech. Ça a été compliqué pour trouver les bonnes personnes. Maintenant, on a parce que toi, tu ne savais pas développer. Donc, tu as dû directement engager des développeurs. Au début, j'ai externalisé, puis ça a foiré. Enfin, ça coûtait beaucoup d'argent. Ouais. J'ai eu une agence comme ça. Puis pour finir, j'ai eu un CTO interne et puis un autre. Et puis pour finir, maintenant, j'ai une très bonne équipe. Ça tourne et ouais, c'est canon, quoi. Donc, quand tu vois, quand tu as les bonnes personnes, c'est gay, quoi. Je crois que c'est compliqué de développer un SaaS si tu n'as pas l'internalisation de développement. Parce que effectivement, le côté externe, c'est compliqué. Ouais, donc ça fait 2 ans que j'ai Charles, donc notre CTO qui est là, et Louise. Et Charlotte aussi qui travaille sur le produit SaaS. Et donc maintenant ça tourne, c'est gay, quoi. On voit que ça se développe bien. Chez Across, que je comprenne bien, tu étais déjà entrepreneur ou tu étais salarié? Oui, tu étais déjà entrepreneur. Oui, tu as lancé le temps. Ouais. Et quand tu disais vous étiez plusieurs? On était au tout début 3 associés, mais ça durait que quelques mois. Et puis on était 2 associés, Sébastien et moi. Ouais. C'est ça le on. Ouais. Quel conseil donnerais-tu à l'Amélie de 18 ans? Ouf. D'avoir confiance avec tout ce que tu sais aujourd'hui. Oui, je pense que c'est toujours un challenge, la confiance en soi, mais d'avoir beaucoup plus confiance en moi. D'un côté, je pense que ça apporte aussi d'autres forces. Hein. Oui, je pense que de garder cette naïveté et cette conviction, cette ténacité, ce côté travailleur, mais d'avoir plus confiance en ses projets. Parce que tu as moins confiance en toi à 18 ans, du coup. Ouais. J'étais assez timide à l'époque, très réservée. Et puis, j'avoue que de devoir co-gérer le Quick, ça m'a pas mal formé. Et puis, le recrutement, on apprend en quelques secondes à demander le salaire de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, ça débloque aussi. Et quand tu as eu ce déclic entrepreneurial, comment est-ce que tes proches ont réagi ? À l'époque, donc moi j'avais 25 ans quand j'ai décidé, donc ça il y a quand même 17 ans. À l'époque, honnêtement, quand je disais que j'allais être entrepreneur, on me disait quoi, tu vas rénover des apparts, des maisons, enfin c'était pas du tout connu entrepreneur. C'était pas tendance. Aujourd'hui, c'est presque devenu tendance aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, mais start-up, etc. Ça n'existait pas, quoi. Et donc j'expliquais. Moi, j'étais au fait sûre de moi. Je me suis dit, OK, j'ai économisé de l'argent pendant 1 an et demi. Je gagnais très, très bien avec des commissions. Et je me suis dit, je dois le faire. Je dois essayer. Sinon, je vais le regretter. Et ça m'a pris 1 millième de seconde pour me décider, au fait. Et j'avais mes économies. Et puis, de toute façon, je n'ai pas trop demandé l'avis. C'était mon idée. J'allais le faire. Et tu ressentais plus un soutien ou un frein au niveau de tes proches ? J'ai toujours été très, très indépendante. Moi, j'avais un de mes oncles, au fait, qui avait été entrepreneur, qui avait une société avec une centaine de personnes. Et je trouvais ça waouh. Je m'étais dit, il venait, entre guillemets, de rien. Il venait d'une famille qui n'était pas fortunée. Et il avait construit, au fait, vraiment sa carrière. Et donc, je pense que la méritocratie, moi, c'est quelque chose que qui me plaisait, au fait. De me dire, si on travaille dur et qu'on y croit, pourquoi pas, quoi. Au moins, j'aurais essayé. Oui, tout à fait. Donc, on dit souvent que l'échec est très formateur au niveau entrepreneurial. Est-ce qu'il y a un échec dont tu te souviens qui a été où il y a eu un avant et un après ? Un échec en tant que tel, non. J'ai la chance de ne pas avoir eu de gros échecs qui m'ont... Bon, il y a eu des expériences de vie. Donc, par exemple, la première année, nous, on a un client qui nous devait 180 000 € qui a fait une faillite frauduleuse. On a passé au tribunal, etc. Donc, je suis restée quand même pendant 1 an et demi sans me payer. À la fin, j'avais plus de sous. On faisait 1 million de chiffres, mais je roulais dans une vieille Twingo et j'avais plus de sous. Donc, le côté entrepreneurial, on est riche virtuellement, quoi. Mais
Donc, il y a eu ça. Après, j'ai eu une fois un problème avec une employée qui a quand même, psychologiquement, ça m'a fort déstabilisée. Et je trouve que ça m'a... Oui, faut pas oublier au fait que tout le monde est différent et de prendre le temps de se poser et de comprendre les mécanismes de chacun, en fait. On a tendance, enfin surtout moi, à vouloir aller vite et je vais vite parfois dans ma tête sans communiquer. Et donc, il faut savoir ralentir et être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et au fait, les gens changent et c'est pas grave, il faut juste le savoir. Donc, c'est la leçon que tu as retenue. Oui. Comment est-ce que tu utilises ton entreprise pour avoir un impact positif sur la société ? C'est marrant ta question parce que moi je trouve qu'en fait on a de l'impact dans... Mon idée première en fait c'est que à l'époque en fait avant Bitune ma meilleure amie faisait un burn-out et moi j'ai eu avant d'être engagée dans le recrutement, j'ai cherché du boulot pendant 1 an et demi, pendant le Quick. Et chaque fois, j'arrivais 2e, 3e, et j'arrivais pas à avoir le bon job. Donc, je pense que ça a été aussi un déclencheur de me dire, je vais créer mon propre job. Mon job. Et donc, pour moi, en fait, je veux vraiment montrer chacun peut s'épanouir dans le bon job. Ça paraît bateau et naïf, mais j'y crois très, très fort. Et donc, je veux avoir l'impact que les gens soient bien placés, dans le bon job, dans la bonne société, qu'ils osent changer s'ils ne sont pas heureux. Et inversement, en tant qu'entrepreneur, parfois on n'ose pas arrêter, mais parfois si la personne n'est pas à sa place, c'est mieux. Donc oui, je veux vraiment en fait que les gens puissent s'épanouir professionnellement parce qu'on passe tellement d'heures dans son boulot que c'est dommage d'avoir juste un job puis on attend quoi. C'est le cas de beaucoup de gens encore, trop de gens malheureusement pour l'instant. Ouais. Alors, ça paraît naïf et on n'a pas toujours tout, mais en tout cas oser changer si on n'est pas heureux. Il y a un peu le cache doré. Il y a beaucoup de cache doré aujourd'hui. C'est pas évident. Et aussi, je voudrais revenir un peu sur Cross. Donc là, vous avez fait un exit en fait par rapport. Oui, bien sûr. On a vendu les 2 boîtes ensemble en fait. Donc il y a 7 ans, je pense, 6-7 ans. On a tout vendu en fait. Et l'objectif ici avec Bitune, c'est aussi d'un moment de faire un exit ou c'est de garder l'activité le plus longtemps possible ? Non. Je suis quelqu'un d'un peu trop... je le fais pas pour le léguer à mon fils. Parce que je pense que dans 10 ans, je voudrais faire autre chose. Donc si une opportunité se présente dans 10 ans, t'hésites pas. Oui, clairement, ou avant. Mon but, c'est... j'aime pas l'opérationnel et les grosses équipes. À Cross, par exemple, on était une 50aine, mais il fallait professionnaliser pour passer à 100. Et moi, c'est pas mon truc. J'aime bien en fait l'idée, la création, le développement et cette adrénaline en fait. Après, je pense que si ça tourne, c'est plus là que je serai heureuse. La société qui nous a racheté m'a proposé 4-5 jobs différents de gestion de société. Mais honnêtement, non, je voyais pas ce que j'allais apporter. Un des désavantages que j'ai, c'est que j'ai créé un peu avant mes 26 ans et donc je me vois pas être manager en fait. Oui, tu as plus un profil créateur que gestionnaire. Oui, j'aime en fait comprendre le business et voir comment je peux apporter de la valeur ajoutée, comment on peut essayer de voir les choses autrement et que ce soit rentable, fatalement. Et une autre compétence très importante dans l'entrepreneuriat, c'est le côté prise de décision. Donc, tu n'as pas eu de gros échecs dont tu nous expliquais avant. Est-ce qu'il y a une décision aussi que tu as dû prendre et qui aussi il y a eu un avant, un après, où tu as, qui a été un changement dans ton activité? Déjà à l'époque, Across décidé de vouloir sortir. Et donc j'ai dû attendre que mon associé se décide. Et donc pour moi, ça a été à l'époque très difficile. Ici, chez Bitune, il y a clairement l'avant-après produits et services. Donc jusqu'à il y a 1 an, on faisait du pur service. Je voulais pas redevenir un Across ou une boîte de recrutement. Et donc on était vraiment sur la vidéo, le marketing digital, mais on faisait aussi un petit peu de recrutement parce que il faut de l'argent. Et donc, à un moment donné, je me suis dit il y a 2 ans, ok, maintenant, on change la stratégie et on va vers vraiment le SaaS. Et donc là, ça a été un énorme avant-après parce que j'y connaissais rien. Et j'apprends, j'ai encore plein de naïveté, mais j'apprends et c'est hyper excitant, c'est très gai. Mais c'est dur aussi de faire ce pivot, de gagner la confiance, d'innover dans un secteur qui est très peu ouvert au changement.
Heureusement, on a également le service qui est lié au SaaS qui permet de ramener de l'argent et le but, c'est de faire ce pivot d'ici 2 ans. Quoi. Ouais, c'est ça. Si tu pouvais inviter une personnalité vivante ou décédée pour un business lunch, quelle serait-elle? Mathieu Stéphanie. Ok, pourquoi? Je suis une grande fan du podcasteur. Ouais. J'écoute toutes les semaines. Génération Do It Yourself. Moi, c'est une manière de me former, mais également de prendre du recul et d'apprendre plein de choses. J'écoute en général en courant. Et parfois je le fais sur mon tapis à la maison et du coup c'est ennuyant parce que je m'arrête tout le temps pour m'envoyer des mails avec des idées. Mais j'aime cette idée qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et se challenger. Et au début, je sélectionnais les podcasts que j'écoutais. Oui. Et maintenant, en fait, je les écoute tous parce que j'apprends toujours des choses, en fait. Et c'est intéressant parce que quand tu cours, ton cerveau se met dans un autre mode. On est plus en méditation et donc on peut être créatif et avoir des idées. Donc, tu es une grande consommatrice de podcasts. Alors. Mais au fait que tu suis là, mais bientôt du tien, je vais. Ah oui, tu n'écoutes que celui. Pour le moment, quasi. Okay. De temps en temps, j'écoute l'un ou l'autre. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour rester motivé et garder la niaque dans ton quotidien? T'as des rituels faut pas oublier qu'on a de la chance de créer notre job et de réaliser nos rêves. Mm-hmm. C'est quand même assez formidable. Et j'essaye au fait de prendre du recul. De me dire, mais enfin, tu te focalises sur ces petits problèmes. Avant, j'avais tendance à vite m'énerver, vite m'exciter, me dire, ah tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, j'ai tendance à, ok, repose, tu répondras dans 1 heure, tu verras plus tard. Et aussi de me dire, mais arrête, tu réalises, donc dans la globalité, c'est pas grave. Donc prendre du recul. Je pense le fait d'avoir un enfant aussi, on est beaucoup plus dans le moment présent. Et on peut se rendre compte beaucoup plus, tiens, en fait, c'est rien, ça reste un projet, ça reste ceci, ça reste cela. Et dans la globalité, tu es en train de construire ce que tu veux. Donc, on va pas se plaindre. Et toi qui es une pro de la com et du marketing j'essaye, mais pas, j'ai encore plein de choses à apprendre. Hein. C'est quoi les stratégies gagnantes de communication chez Bituned? Mais justement, on est aussi en train de faire un pivot. Enfin, on va faire un pivot dans le sens où aujourd'hui, j'ai de la chance, c'est que je fais énormément de bizdev grâce à mon personal branding et donc à mon réseau LinkedIn. Et le but, c'est que maintenant, je veux travailler Bituned, la marque en tant que telle, pour pas que ce soit seulement Amélie, quoi. C'est très inbound aussi au niveau pour le moment, oui. Maintenant, je suis en train de justement mettre en place ce qu'on appelle une sales machine, donc création de leads, etc. Donc on sort vraiment le tunnel de vente, quoi. Oui, c'est vraiment ce qu'on est en train de mettre en place pour la rentrée. On n'a toujours pas de site B2B, donc jusqu'à maintenant, on a toujours vendu comme ça, et donc on va enfin en avoir un pour début septembre, où on explique enfin ce que fait Bituned et les 2 SaaS, quoi. Donc voilà, je pense que c'est l'authenticité, vouloir vendre, mais montrer qu'on est expert dans son domaine et authentique et pas être dans du bullshit. Clairement. Et tu as lancé 2 boîtes, donc quand on lance 2 boîtes, comment est-ce qu'on trouve ses premiers clients? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont peut-être dans le cas. Ouais, comment est-ce qu'on arrive on se dit, tiens, je lance ma boîte, c'est bien, mais comment est-ce qu'on arrive à trouver ses tout premiers clients? À l'époque, au fait, donc, je faisais déjà la chasse de tête et du recrutement de la consultance en IT, et puis j'ai recréé une boîte qui faisait la même chose. Donc, je veux dire, j'ai beaucoup de mes clients qui m'ont suivi, et puis j'en ai trouvé d'autres, parce que j'ai des courses de concurrence, etc. Bituned, en fait, ça a été très challenging parce que quand j'ai lancé, j'avais complètement de la non-concurrence sur l'IT, que je faisais depuis 15 ans, je veux dire, 10 ans. On prend son téléphone, on a toujours des contacts qu'on développe, on commence à communiquer, on va à des events. Et puis à un moment donné, il y en a un qui nous fait confiance, et puis 2, et on croit en soi, et on y va, on ne se pose pas 100 000 questions en fait. Mais là, c'était plus des rencontres alors, vraiment des rencontres en présentiel. Oui. Je sais que par exemple, quand j'ai lancé Bituned, j'ai fait une soirée de lancement. Oui. Et puis, par exemple, j'ai Fabrice, une connaissance au fait, qui m'a dit, je viens avec ma femme, ok, avec plaisir. Et puis, au fait, ça a été une de mes premières clientes. Ah, oui. Elle est venue à l'event, elle m'a dit, mais j'adore, je suis dans HR. Donc, c'était Anne, qui est maintenant dans mon board, pour te dire. Et elle m'a dit, je t'appelle demain. Et c'est devenu une de mes premières clientes. Et c'est comme ça, en fait, quand on y croit, il y a des cercles vertueux qui se créent. Il
faut y aller. Et tu parlais de personal branding, qui est une forte tendance aujourd'hui sur l'influpreneur. Donc il y a beaucoup, clairement. beaucoup pas, selon d'influpreneurs qui apparaissent comme ça sur les réseaux. Quel est ton avis, toi qui es un peu sur cette tendance-là, quel est ton avis? C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien et c'est pas bien. Moi, j'avoue que mes 10 leçons d'entrepreneur de ceci, de cela, c'est parfois fatigant, parce qu'il y a tellement de bullshit et de marketing un peu... renforcé par l'IA aujourd'hui en plus. Ouais, superficiel. Bon, après, voilà, moi aussi, je communique et je l'utilise pour vendre. Et donc, parfois, j'ai peur... Enfin, pas peur, mais je me dis, j'en ai marre de mettre ma photo Et d'un côté, au fait, si je mets pas ma photo, mon post il va pas marcher, j'ai pas de retour. Donc c'est un peu les lois de l'algo. Moi, j'aime pas le bullshit et on est les meilleurs et ceci et cela. Sinon, je lis pas. Je trouve que il peut y avoir des posts légers, il peut y avoir des posts simples, j'en fais plein, mais j'ai envie de sentir que c'est authentique, que c'est pas juste un plan de com ou un plan de marketing léger, quoi. Ou des gens qui nous révèlent tous les secrets de l'entrepreneuriat alors qu'ils sont entrepreneurs depuis 6 mois. Enfin, je trouve ça un peu fatigant. Qui font le million tous les mois. Il y a une notion... l'entrepreneuriat, c'est dur. Les nuits blanches, j'en fais encore plein. C'est compliqué. Et j'aime pas ce côté... Il y a une tendance à l'édulcoration qui fait qu'après, on a du mal aussi à montrer ses faiblesses. Parce que voilà, il faut vendre, il faut montrer que tout va bien. Et en même temps, même si tout va bien, c'est pas facile. As-tu remarqué un changement du regard de ton entourage proche et plus éloigné au fur et à mesure du succès de ton succès entrepreneurial? Non, pas spécialement. Je pense que j'ai les mêmes 3 meilleurs amis depuis l'UNIF. Donc, t'as pas dû faire face à un peu de jalousie ou des gens qui au départ n'y croyaient pas, puis d'un coup quand ça marche, se disent ah oui, j'ai toujours cru. Ça, tu n'as pas vécu ça? Non, parce que je pense que j'ai un de mes défauts, en fait, c'est que je vois tellement de gens la semaine avec le boulot, etc., qu'après j'ai un peu mon microcosme privé avec mes quelques amis, ma famille proche, et donc j'ai pas trop eu à faire ça. Parfois oui. Au tout début, il y a eu un peu connotation, ah oui, t'as une boîte, t'as X employés, t'as plein d'argent ou des choses comme ça. Après, oui, j'ai eu de la chance de gagner ma vie et de gagner beaucoup d'argent en vendant Acros. Maintenant, je me suis battue pour et tout le monde peut le faire, quoi. Enfin, c'est facile à dire, mais je veux dire, j'ai pris des risques. J'en prends toujours. Et tout peut s'arrêter aussi dans 6 mois, si ça va pas. Et pour toi, l'argent, c'est un sujet tabou, notamment sur les réseaux, parce qu'on voit de plus en plus de gens qui font des sorties, limite qui donnent leur chiffre d'affaires publiquement. Est-ce que c'est tabou ou pas? Ça ne l'est plus pour moi. Il y a quelques années, ça l'était. J'avais du mal à accepter que je gagnais bien ma vie. Parce que quand j'ai commencé dans le recrutement, c'était des commissions et je gagnais 5-6 fois mon salaire en commission et donc je gagnais très bien ma vie. Et je viens pas d'un environnement... Enfin, j'ai manqué de rien, mais je viens pas d'un environnement hyper aisé. Et donc, oui, mais on peut acheter une belle maison, une belle voiture. Maintenant, ça ne l'est plus parce que j'ai appris à me dire je me bats pour, je travaille pour et je prends des risques pour. Et tout le monde peut, entre guillemets, quand je me suis lancée avec Acros, j'aurais pu le faire avec très très peu de moyens. Donc non, je me dis que je le mérite, cet argent, il m'a pas été donné. Donc les gens qui font des sorties sur les réseaux et autres, en indiquant leur chiffre d'affaires et autres, c'est pas quelque chose qui te choque alors? Tu trouves ça normal aujourd'hui? Ça me choque pas. Par exemple, au fait, quand j'ai commencé dans le recrutement, donc la chasse de tête à l'anglaise, américaine, au fait, on appelait directement le salaire, le tarif, etc. Et donc, je veux dire, il y a un côté où on n'a pas de tabou déjà avec l'argent, en fait, quand on fait du recrutement comme ça dans les grosses agences américaines. Après, moi, ça me choque pas, parce que si on me le demande, je réponds. Maintenant, ce qui me choque, encore une fois, c'est cette idée d'argent facile, où tu peux toujours présenter les chiffres de certaines manières, ou... Faut pas oublier de remettre en contexte. C'est plutôt ça qui est important, je pense. Ouais.
son particularité, on est en Belgique et donc c'est qu'un public clairement. en grande partie, donc il y a toujours moyen de vérifier. Toujours aller voir le chiffre d'une boîte, c'est pas puis voilà, il y a cette confusion, chiffre d'affaires n'est pas le bénéfice non plus, évidemment. Oui, voilà, est-ce que tu as des dettes derrière, est-ce que tu es rentable, il y a plein d'autres questions, quoi. Tu es dans un secteur où la technologie évolue très vite. Justement, comment est-ce qu'on fait pour rester, parce qu'il faut, j'imagine, comment est-ce qu'on fait pour rester à la pointe, justement, quand ça évolue si vite? Je pense que moi, ce que j'adore, c'est apporter de la valeur ajoutée. Donc, fatalement, je m'intéresse à ce qui se passe. Et puis, j'ai un CTO qui est vraiment surdoué dans la tech. Et donc, on discute. Après, maintenant, je suis plus sur le produit. Moi, je fais un produit que je veux que je voulais avoir comme recruteuse. Et donc, je l'utilise moi-même. Et j'essaye de ne pas faire non plus un truc... on n'est pas non plus révolutionnaire, quoi. Là, on vient de lancer l'IA dans la création des job desks. C'est déjà innovant. Mais c'est pas un truc complètement fou par rapport à d'autres domaines, quoi. Donc il y a ça, puis j'ai un board qui me challenge où il y a pas mal de compétences. Et quand on a lancé aussi le SaaS, j'avais réuni un board tech, donc tous des CTO, qui me permettait au fait de challenger la tech, vu que moi je suis pas tech, et de voir un peu quels étaient les avis de CTO de belles grosses boîtes, quoi. Oui. Et comment est-ce que tu vois l'évolution du secteur du recrutement dans les prochaines années, et comment est-ce que tu vois le positionnement de ta boîte dans cette évolution? Mais c'est un secteur qui n'évolue pas, en fait. Quand on parle de HR Tech, c'est très compliqué, parce qu'on voit que les HR ont tendance à toujours utiliser les mêmes méthodes depuis des années, des Stepstone, des LinkedIn, mais pas capitaliser sur leur développement. Le métier de recruteur, c'est toujours les chasseurs de tête, etc. C'est toujours les mêmes techniques depuis que moi je le faisais il y a 16-17 ans. Et pourtant, il y a plein d'innovations, en fait. Donc ça, c'est à la base de ma réflexion de Bitune. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde accède aux gens via les réseaux sociaux. Il faut le faire de la bonne manière, avec le bon contenu, le bon message, le bon média, plutôt que de rester dans des vieux systèmes de bases de données ou de job board, quoi, qui sont dead, qui ont plus de... Au fait, les gens, on achète avec un smartphone en 3 clics sur Amazon. Moi, mon but, c'est de faire la même chose pour le recrutement. Donc, c'est avec toute humilité. Mais je veux dire, l'expérience digitale d'un candidat, on doit la changer. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec notre SaaS, notre solution. C'est qu'on va chercher le candidat là où il est, avec le bon message, idéalement de la vidéo, parce que c'est hyper viral. Et puis, on le ramène sur un site qui répond à toutes les questions qu'il va avoir. On sait que 95% des candidats cherchent de l'info avant de postuler et que quasiment 70% ne trouvent pas cette info. Et donc, pourquoi en Belgique, il n'y a même pas 1% de gens qui postulent sur des sites? C'est à cause de ça. On a des formulaires où... En fait, on est toujours bloqué dans, il y a 10-15 ans, si le candidat veut vraiment postuler, il va le faire. Ok, mais c'est pas mobile, c'est pas ceci. Et aujourd'hui, le candidat ne veut pas vraiment postuler parce qu'il est chassé. Donc, il y a... Sorry, je parle un peu dans tous les sens, mais le recruteur devient un digital marketeur et doit être formé pour le digital, les réseaux sociaux et pas simplement envoyer un bête message, quoi. Après, capitaliser vraiment sur des pools de candidats anticipés. Ça, on en parle depuis des années et personne n'anticipe. Avoir des automatisations de l'IA pour pouvoir vraiment en fait, gérer ces flux. Ouvrir entre guillemets les flux et puis après derrière les automatiser. Utiliser vraiment les nouveaux médias en fait. Là on est en train de sortir l'option d'interview vidéo. Donc en fait quand un candidat postule, on a un scoring avec de l'IA, donc voir s'il match ou pas. Et puis là on peut automatiser par exemple de lui envoyer 3 questions et il peut répondre avec son smartphone en vidéo en 1 minute, quoi. C'est toutes des petites choses, mais qui montrent qu'on utilise les nouveaux médias actuels. Et au niveau des réseaux, vous êtes multi-réseau, j'imagine? Oui, c'est surtout, je veux dire, LinkedIn très très loin devant, et puis Facebook, Insta, et puis on travaille un peu sur Google, YouTube. Et TikTok, vous y allez? Pas encore? Un tout petit peu, on en a fait un tout petit peu. Maintenant, c'est moins notre core business. Et j'avoue que
Les quelques vidéos TikTok qu'on a fait, ça a explosé au niveau des vues. C'était dingue. On avait pas des forcément 160 bon 000 endroit. vues, mais on n'avait pas de retour Ouais, sur investissement. En fait. Ça peut être des vues, mais en Australie ou à Singapour. Non, ça allait. On était dans la cible parce qu'on les ciblait sur TikTok. Donc tu peux, okay. Mais il n'y avait pas de retour sur investissement. Alors que c'est parce qu'il en fallait plusieurs et créer vraiment une stratégie, etc. Le problème de TikTok, c'est que ça coûte pas mal d'argent pour créer le contenu et les sociétés n'étaient pas prêtes à payer ça, tandis qu'avec des petites sommes sur LinkedIn, Facebook, on a un retour sur investissement direct. Et économiquement, le modèle digital, j'imagine, de recrutement est moins cher que le modèle chasseur de tête classique. Oui, clairement. Ouais. Ouais. C'est un des avantages, j'imagine, Tout à fait. Un avantage concurrentiel quand vous vendez le produit à des clients. Oui. Au fait, c'est une autre manière de recruter. C'est une nouvelle source d'acquisition, en fait. C'est se rendre compte que le site web peut être une acquisition parce qu'en fait, on va faire du travail en amont sur les réseaux sociaux pour les ramener sur le site et qu'ils postulent. Pour te donner une idée, on a déjà 2 et bientôt 3 clients qui sont des chasseurs de tête. Et on leur crée, en fait, leur source de candidats. Oui, ok. Et quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui souhaite équilibrer sa vie privée avec sa vie professionnelle ? Pour autant que ce soit possible. Qui m'appelle quand il aura trouvé la solution. Non, je rigole. Faut arrêter de culpabiliser et se mettre pas des règles, mais moi, je sais que mon fils passe en priorité. Parce que j'en ai qu'un et dans 5-10 ans, c'est lui qui se souviendra qu'on joue au petit train ou pas. Après des boîtes, elles vivent sans nous aussi, quoi. Bon, il y a des moments où là c'est crucial, mais je veux dire, ça reste une boîte et je pense qu'il faut savoir c'est quoi sa priorité dans la vie et mettre en place certaines choses. Par exemple, moi je vais le chercher à la maternelle, je vais le conduire là il vient de rentrer, donc avant c'était la crèche. Si je dois prendre 2 heures pour jouer, etc., et puis lire un livre, et puis qu'après je bosse après, voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu peux partager avec nous tes 3 fondamentaux de la réussite entrepreneuriale ? Cash is king. Sans argent, on va nulle part, malheureusement, et je me le répète souvent. Le réseau. Vraiment s'entourer des bonnes personnes et savoir payer des experts quand il faut, plutôt que de chipoter, etc. Parce qu'on a chacun une énergie. Parfois, on paye 2 fois. Ouais, clairement, ou plus. Quand on se plante, oui. On est bon dans certains domaines, il faut s'entourer des bonnes personnes et recruter une équipe où les gens sont meilleurs que soi dans des domaines clés. Pas dans les autres, parce qu'on ne peut pas se le payer, surtout au début. Donc voilà, l'argent, le réseau. Et puis, pour moi, l'entrepreneur, c'est le premier vendeur de la boîte. Mmh. Ça, c'est quelque chose que je répète souvent aussi, qui n'est pas toujours Si j'avais plus d'argent, récemment, en fait, quelqu'un m'a dit « Oui, mais si tu pouvais faire les choses différemment, moi, je serais à fond sur que la vente et la stratégie. » Et garder un petit peu sur le produit, pour pas qu'il soit un produit tech, mais vraiment un produit business. 100% d'accord, parce que je pense que si tu sais pas vendre... Déjà oui, c'est un problème au début parce que tu sais pas engager un vendeur. Même si tu engages un vendeur, comment est-ce que tu vas savoir trouver le bon si toi-même tu sais, ou le former ou le faire monter en puissance si toi-même tu ne maîtrises pas ce sujet-là. Et comme tu dis, cash is king, donc les deux sont très tu vois où t'en es, et puis je veux dire tu vas pitcher avec tes tripes, c'est ta boîte, donc c'est ton bébé, tu vas le monde autrement, et puis surtout, tu vas avoir tout ce feedback, tous ces pains, tous ces retours clients qui vont t'aider au fait à adapter ton offre, que ce soit de service ou de produit, quoi. Donc c'est pour moi vital, en tout cas au début, et même après pour rester connecté à ton marché, quoi. Mmh. Donc on arrive tout doucement déjà, le temps passe vite, à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais voulu que je te pose ? Histoire que tu ne rentres pas frustré chez toi. Écoute, je ne suis absolument pas frustrée, donc non. Non, y a pas non, j'ai passé un très bon moment, je te remercie. Est-ce que tu pourrais nommer un entrepreneur que tu connais ou une entrepreneuse que tu verrais bien à ta place ? On est dans le podcast des entrepreneurs inspirants. Est-ce qu'il y a un nom qui te vient à l'esprit ? Anne-Catherine Trinon. Elle est déjà venue. C'est une amie. Elle est déjà venue. Écoute, Alessandro Drapa, de Recover. Qui fait... Recover. Je ne connais pas. C'est un SaaS pour aider à récupérer l'argent dû impayé. Ok. Et au niveau de ton actualité... Sébastien Remacle aussi, oui. de TrustUp. Ok.
Tout dans la tech, très tech. Ouais. C'est une société dans laquelle j'ai investi il y a quelques années et qui se développe super bien et qui m'impressionne beaucoup. On prendra les contacts. J'imagine que tu les as. Ouais. Au niveau de ton actualité, où est-ce qu'on peut te suivre ton actualité? LinkedIn, j'imagine. Un site internet ou autre, n'hésite pas à faire donc, ma deadline, c'est que pour le 1er septembre, on ait notre site B2B, enfin. Donc, ce sera service.bitune.be. Aujourd'hui, c'est la plateforme. Ou sinon, oui, clairement, LinkedIn. Et j'ai lancé une newsletter aussi sur LinkedIn récemment. Donc, voilà. Bien, un grand merci Amélie pour ce partage très inspirant. Donc, chers auditeurs, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner, puisqu'on en parlait en début. Clairement. En off, il n'y a pas toujours ce réflexe d'abonnement sur les podcasts. On peut aussi les noter. Je pense que sur Apple Podcasts, par exemple, on peut mettre des étoiles. Donc, n'hésitez pas. Et surtout à le partager à vos amis. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast des entrepreneurs inspirants. Et Amélie, très bientôt également. Avec plaisir, je vais m'abonner tout de suite et un grand merci.